L'Alliance a été créée pour matérialiser la souveraineté, pour passer de la souveraineté de bouche à la souveraineté en acte. Elle a donc été matérialisée pour que l'Afrique se défende elle-même par ses propres forces de défense et de sécurité. Pour que l'Afrique organise son commerce dans le monde sur la base de sa propre monnaie, ses propres monnaies. Pour que l'Afrique choisisse ses dirigeants dans le cadre de processus de désignation endogène. Et enfin, pour que l'Afrique bâtisse ses institutions sur la base de ses propres normes culturelles et non pas de la propagande de la démocratie et des droits de l'homme d'un Occident qui est champion dans l'art de les piétiner depuis qu'il exerce son hégémonie sur la planète. Voilà pourquoi l'Alliance est donc créée et elle progresse vers la Confédération le 6 juillet 2024. Pourquoi l'AES a été créée? Quelle est la motivation cachée derrière tout ça? Qu'est-ce qui a poussé ces chefs de l'État à avoir l'idée de créer une alliance? Pourquoi ne pas dire une confédération? C'est ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo à travers les explications du Dr Franklin Nyamsi. Parce que pour la plupart des personnes, la création de l'AES, ça se limite que seulement à la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, ça fait partie des points les plus importants qui ont poussé ces trois pays à avoir l'idée de créer cette alliance. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi plusieurs raisons que nous ignorons. Et c'est ce que Dr Franklin Nyamsi, président de l'Université libre de l'Afrique des libertés, va essayer de nous expliquer dans cette vidéo. Non seulement la création de l'AES fait déjà un poids au niveau régional, mais au niveau international, dans la géopolitique, ça va jouer un rôle important. Je vous invite à regarder cette vidéo. L'Alliance a été créée pour matérialiser la souveraineté, pour passer de la souveraineté de bouche à la souveraineté en acte. Elle a donc été matérialisée pour que l'Afrique se défende elle-même par ses propres forces de défense et de sécurité. Pour que l'Afrique organise son commerce dans le monde sur la base de sa propre monnaie, ses propres monnaies. Pour que l'Afrique choisisse ses dirigeants dans le cadre de processus de désignation endogène. Et enfin, pour que l'Afrique bâtisse ses institutions sur la base de ses propres normes culturelles et non pas de la propagande de la démocratie et des droits de l'homme d'un Occident qui est champion dans l'art de les piétiner depuis qu'il exerce son hégémonie sur la planète. Voilà pourquoi l'Alliance est donc créée et elle progresse vers la Confédération le 6 juillet 2024. Pourquoi vont-ils vers la Confédération? Parce qu'ils ont compris que la souveraineté des micro-États africains est très faible face à des puissances impérialistes et néocolonialistes qui, elles, opèrent en groupe. Regardez quand la puissance française débarque à nouveau avec ses militaires dans le Sahel. Elle fait venir simultanément tous les pays de l'Union européenne. Elle fait venir les Américains. N'est-ce pas? Elle fait venir les Américains. Elle fait venir tous ses alliés. Comme dans un rituel de possession démoniaque, quand il y a un démon qui entre, il appelle ses frères. Il en appelle 7. Les 7 qui entrent en appellent 7 autres. Les 7 autres qui entrent, ça devient exponentiel. Le démon ne vient jamais seul. Il vient en colonie. Les ennuis volent en escadrille. Donc, un pays africain seul ne peut pas efficacement affronter les néocolonialistes et les impérialistes qui, eux, viennent en groupe. Ils sont rassemblés dans l'OTAN. Ils sont rassemblés dans l'Union européenne. Ils sont rassemblés dans le FMI, rassemblés dans la Banque mondiale pour nous attaquer. Nous, Africains, nous ne pouvons pas faire face sans nous rassembler. Voilà pourquoi les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont compris la nécessité de l'alliance, la nécessité de la confédération, et ils travaillent actuellement pour aller vers la fédération. Tout ça, c'est pour faire face aux problèmes qui se posent. On passe au 3e paragraphe. Le collège des chefs d'État de la Confédération constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique portée par les aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Ça, ce 3e paragraphe nous amène plus loin dans la compréhension du rapport de force actuel.
D'abord, il est question de l'idée de nouvelle posture stratégique. C'est quoi la nouvelle posture stratégique incarnée par l'AES? Elle consiste à ne pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les alliances néocolonialistes et impérialistes qui l'ont fait venir. Je recommence. Pendant très longtemps, les Africains se sont amusés à combattre le terrorisme en se faisant aider par les puissances qui ont installé le terrorisme. À partir du moment où tu as une puissance qui a créé Al-Qaïda, nous, on ne peut pas combattre Al-Qaïda avec toi sans être fou. Fou allié. Tu crées une organisation terroriste au Moyen-Orient, avec laquelle maintenant on te voit faire ami-ami à Damas. Et tu viens nous dire que tu vas nous aider, nous, Africains, à la combattre en Afrique. Tu nous prends pour des cons. Et il n'y a que des Africains qui se comportent comme des cons pour accepter une telle logique. C'est quoi la nouvelle posture stratégique? La nouvelle posture stratégique consiste à ne pas combattre le terrorisme avec tous ceux qui sont complaisants envers le terrorisme. On ne peut pas s'associer aux complices des terroristes pour combattre les terroristes. Parce qu'en fait, les groupes armés terroristes que nous avons en Afrique, qui leur donne des armes? Il n'y a pas d'usine d'armes fonctionnant dans le Sahel. Qui leur donne des armes? Les armes viennent du Nord, c'est-à-dire d'Occident et du Moyen-Orient. Ça, c'est un. Oui ou non? Les armes, elles viennent d'où? Elles viennent d'Occident et du Moyen-Orient. Les armes que possèdent les terroristes. Qui leur donne l'argent? L'Alliance des États du Sahel ne dispose pas d'une banque. Qui leur donne l'argent? Les droits de tirage spéciaux sur le franc CFA. Qui possède ces droits de tirage spéciaux? Ce n'est pas l'Alliance des États du Sahel. Ce ne sont pas les pays africains. Qui leur donne l'argent? France 24 répond par un article extraordinaire du 30 juillet 2014. France 24, média officiel français, accuse la France d'être la première banquière des djihadistes au Sahel. J'ai cité la preuve dans le livre qui sort à Bamako. Sur la base d'une enquête américaine, accusant les pays européens, dont la France, de payer abondamment des rançons, parfois complaisantes, aux organisations terroristes, M. Cohen, sous-secrétaire d'État américain, a expliqué que en 2014, on avait identifié près de 200 millions de dollars versés aux groupes terroristes, sous couvert de libérer des otages, lesquels 200 millions de dollars permettent à ces groupes terroristes de s'approvisionner en armes, en combattants, en matériel et de nourrir la déstabilisation. Le département d'État américain avouait que ce mécanisme de paiement de rançon était un soutien indirect et inavoué au terrorisme. Et France 24 eut l'imprudence de publier un article dans lequel France 24 accuse la France d'être la première banquière des djihadistes au Sahel. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. J'ai eu mon péché mignon habituel, j'ai lu, j'ai archivé. Et quand les journalistes de RFI et de France 24 sont venus ici à la maison, je leur ai donné ça à lire. Ils m'ont dit, oh, c'est un peu pervers. Vous utilisez un peu nos propres publications contre nous-mêmes. Je leur dis non. Je n'utilise pas vos propres publications contre vous-même. Je salue les rares moments où vous avez été touchés par l'éclair de la vérité. Mais même quand ton ennemi se trompe et dit la vérité, dis-lui que c'est vrai. Même quand ton ennemi se trompe en voulant mentir et dit finalement la vérité, reconnais que c'est vrai. Car quand c'est vrai, c'est vrai. Même quand c'est de la bouche de l'ennemi que ça sort. Oui ou non? Donc, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la nouvelle stratégie, la nouvelle posture stratégique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait la liste des pays qui ont contribué à détruire la Libye, à armer Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont fait la liste des pays qui, au Moyen-Orient, opèrent en bonne intelligence avec l'État islamique et Al-Qaïda. Des pays qui font ami-ami, par exemple, avec Al-Qaïda pour prendre le pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Ils ont fait la liste. Ils ont dit, bon, nous allons combattre les terroristes ici au Sahel, mais on va pas être aidés par ceux-ci. Parce que ceux-ci sont leurs complices. Ils sont leurs parrains. C'est ça qu'on appelle la nouvelle posture stratégique. C'est une posture basée sur la vérité. Oui ou non? Est-ce qu'on peut combattre le feu en appelant au secours des pompiers pyromanes? Des gens qui font ami-ami avec Al-Joulani
le terroriste a 10 millions de dollars sur sa tête. Il le présente comme un démocrate, maintenant à Damas. Est-ce que toi, tu peux faire confiance à ces gens pour combattre Iyad Aghali? Iyad Aghali, qu'ils ont déjà donné 10 fois pour mort dans leurs journaux, et qui ressuscitent toujours vivants dans leurs propres mains. Tu peux leur faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à des gens qui ont désarmé l'armée malienne pour l'empêcher de reconquérir Kidal, alors qu'elle était en position de force? Ils ont désarmé l'armée malienne. D'où la prise de conscience de celui qui était alors le colonel Assimi Goïta. Il a été désarmé par l'armée française quand l'armée malienne, à la tête d'un bataillon duquel il était, voulait monter pour régler le compte des terroristes. Il a été désarmé. Toi, tu peux faire confiance à des gens qui te désarment, toi, une armée nationale dans ton propre pays, alors que tu es en train de combattre les pires terroristes que la Terre connaisse? Tu peux leur faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui empêche la naissance d'une force capable de combattre les terroristes, qui sabote le processus de lutte antiterroriste, qui refuse de mettre de l'argent dans la lutte antiterroriste? Il crée des trucs, Barkhane, il crée des tas de structures, il crée des alliances, etc. Mais quand on leur demande de financer, ils ne mettent rien. Tu peux faire confiance à quelqu'un de tel? Tu peux faire confiance à quelqu'un qui reste l'arme au pied dans sa base militaire pendant qu'on attaque un village à 10 km de sa position? Tu peux faire confiance à quelqu'un qui possède des radars et qui ne te renseigne pas sur les mouvements des terroristes et qui aime bien faire des reportages sur les massacres des terroristes qui se déroulent à 5 km de sa base et de ses positions? Tu peux faire confiance à une telle personne? Tu peux faire confiance à quelqu'un qui, lui, a perdu 58 soldats, certes, sur ton territoire, mais alors que ton continent a perdu des millions de soldats sur le sien et qui passe le temps à te faire du chantage pour 58 soldats. Alors que toi, ton continent a laissé des millions d'êtres humains pour le libérer. Tu peux faire confiance à cette personne? Non. Tu es obligé de changer de stratégie. Tu es obligé de changer de stratégie si tu veux vivre. Tu ne peux pas t'associer aux pompiers pyromanes. L'OTAN est une alliance de pompiers pyromanes en Afrique. Écrivez ça. Et ce n'est pas qu'au Sahel que ce double jeu de l'OTAN, de Sarkozy, d'Obama et de Cameroun a été observé. Regardez ce qui se passe au Congo, République démocratique. Mais qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda pour attaquer la RDC? C'est l'OTAN, n'est-ce pas? Qui signe des accords commerciaux avec le Rwanda pour acheter le minerai du Congo que le Rwanda pille à travers le M23? Qui signe ces accords? C'est l'Union européenne. Tout le monde sait que Kagame est l'homme de l'OTAN pour maintenir le Congo à feu et à sang, afin que jamais les Congolais ne puissent bénéficier de la prospérité de leur sous-sol. Tout le monde le sait, non? Kagame dit dans son livre, L'homme de fer, qu'avec la protection de la CIA, lui, il parvenait à sortir avec des valises de millions de dollars des États-Unis pour aller combattre au Rwanda. Il est l'un des rares types à avouer que il lui a été permis de sortir avec de l'argent frais, des millions de dollars. La loi américaine interdit d'entrer ou de sortir des États-Unis avec plus de 10 000 dollars cash. Lui, il écrit dans son livre que j'ai ici, L'homme de fer, que la CIA l'a autorisé à entrer et sortir avec des millions de dollars. Quand il n'était pas encore chef d'État, hein, il était chef de la rébellion après la mort de Rwigema, son patron, dans les combats des années 90 au Rwanda. Les États-Unis l'autorisaient à entrer et sortir avec des valises remplies de millions de dollars, cash. Il écrit ça dans son livre, histoire de dire à tout le monde, je suis l'homme des Américains, méfiez-vous. Vous comprenez? Donc, les Africains ont tellement d'exemples. Les Africains ont tellement d'exemples de cette duplicité otanienne. On en a plein au Moyen-Orient, ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Ils ont utilisé Saddam Hussein pour combattre l'Iran. Et ensuite, ils se sont retournés contre Saddam Hussein. N'est-ce pas? Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça ou pas? Bon, alors, on avance. Le paragraphe dit encore, aspiration légitime à la liberté, à la paix. Alors, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés. On peut se poser la question ici, mais pourquoi l'AES appelle la République française la junte
française. La junte française impérialiste. Pourquoi l'AES appelle ainsi la République française? D'abord parce que les officiels de la République française ont pris l'habitude d'appeler tous les dirigeants de l'AES la junte, la junte, la junte. C'est un échange de bons procédés. C'est un retour à l'envoyeur. Ils font ça pour l'AES, alors que pour d'autres pays où les militaires ont pris le pouvoir par coup d'État, ils n'utilisent pas cette expression. Ils parlent comme ça quand ils parlent d'Assimi Goïta, quand ils parlent d'Ibrahim Traoré, ou quand ils parlent d'Abdourahmane Tchani. Mais quand ils parlent d'Oligui Nguema, ils ne disent pas la junte. Quand ils parlent de Mahamat Idriss Déby Itno, ils ne disaient pas la junte. Ça va revenir là. Maintenant qu'ils sont en bisbille avec Mahamat Idriss Déby Itno, vous allez voir, leur langage va changer. Quand ils parlent des dictatures, de fraudeurs aux élections, de truqueurs d'élections, de violeurs de constitution qu'ils ont soutenus, depuis des décennies, ils n'utilisent pas des expressions infamantes. Ils ont choisi d'utiliser l'expression la junte, la junte, la junte, pour, en quelque sorte, mépriser, pour diaboliser, pour discréditer les États, les révolutions panafricanistes du Sahel. N'est-ce pas? Donc d'abord, ça c'était un retour à l'envoyeur. Ça s'appelle tu tapes, je rends. Mais cette expression de junte, elle renvoie aussi au fait que les Africains savent comment est née la 5e République française. Parce que quand vous vous empressez d'utiliser des concepts infamants pour décrire les processus historiques des autres peuples, n'oubliez pas qu'on connaît votre histoire. Comment est née la 5e République française? Elle est née de la rébellion du général de Gaulle, qui était un militaire et un ministre du régime de Pétain, qui s'est enfui à Londres, avec l'aide des Américains et plus tard, avec la mobilisation des colonies françaises d'Afrique. Il va monter une armée rebelle qui va renverser le régime de Vichy et qui va prendre le pouvoir par un coup d'État militaire. Et c'est le général de Gaulle, c'est lui qui va créer, en 1958, la 5e République. Donc la 5e République, là, dans laquelle nous sommes actuellement en France, elle est née d'une junte. Les généraux ont dirigé ce pays de 1945, pratiquement au retour de la 4e République, et puis en 1958, de Gaulle est revenu au pouvoir. Donc les Africains rappellent aux élites françaises qui utilisent des concepts infamants pour parler d'eux, que leur 5e République, que notre 5e République ici en France, elle est née d'une junte. Ça c'est la deuxième raison pour laquelle l'expression est utilisée. Mais la troisième raison pour laquelle l'expression junte impérialiste, junte française impérialiste est utilisée, elle est dans le mot impérialiste. Les Africains du Sahel utilisent l'expression junte pour l'appliquer à la France en raison de son comportement envers les pays qui revendiquent leur souveraineté. La ligne politique française consiste à tout faire pour rétablir des dominations là où les peuples demandent l'émancipation. Donc, du point de vue des Africains, le comportement de la puissance française est celui d'une junte. C'est-à-dire de gens qui veulent s'imposer aux Africains par la force. On vous demande pacifiquement de retirer vos bases. On vous demande de supprimer votre monnaie. On vous demande de cesser de vous ingérer dans la désignation de nos dirigeants. On vous demande de cesser de traquer ceux qui aspirent à la renaissance culturelle de notre continent. C'est ce qu'on vous demande. Vous vous dites non. On va se débrouiller pour maintenir des militaires en Afrique, y compris sous forme de mercenaires en civil. Vous dites non. On va inventer un nouveau franc CFA, caché sous le mot éco. Mais on va continuer à contrôler les économies africaines à travers l'éco. Vous dites non. On va faire de l'influence douce. On va, sous couvert de la propagande démocratique et des droits de l'homme, essayer d'imposer et de financer les campagnes de nos valets à la tête des pays africains. Vous dites non. À travers la francophonie, on va continuer à surveiller les idées, à promouvoir les Africains soumis, les Africains sans colonne vertébrale. On va fabriquer toutes sortes de prix pour flatter les vieux nègres qui ont eu leur médaille, pour reprendre la métaphore de Ferdinand Oyono. Bref, en fait, c'est parce que l'élite politique de gouvernement, aujourd'hui en France, refuse de reconnaître la légitimité des aspirations souverainistes africaines que les Africains renvoient le concept de junte à l'élite politique française. Voilà la signification. Il ne faut pas oublier que toutes ces grandes puissances, que ce soit la France, les États-Unis, en un mot,
Toutes ces bases militaires qui ont été déguerpies dans la zone du Sahel, ils ne vont pas laisser cette affaire-là comme ça, tant qu'ils savent qu'il y a de la richesse dans les sous-sols de ces pays respectifs. Ce qui est là, qu'on est en train de voir et qui est appréciable et qu'on doit toujours continuer à apprécier, c'est que la population de ces différents pays sont clairs et nets derrière les différents présidents. Et ils ont pris conscience de dire que tout ce que nos présidents vont dire, ou bien n'importe quelle décision qu'ils vont essayer de prendre contre ces puissances néocolonialistes, on sait que ces décisions, c'est pour nous, qu'ils se battent pour nous et qu'à notre tour, on doit les soutenir, on ne doit pas les laisser tomber. C'est ça qui fait la force de ces révolutions dans ces pays du Sahel. Espérons que ça va continuer comme ça, parce que nous avons vu le cas de la Syrie. C'est un exemple qui est réellement récent. Après, disons, 10 ans de guerre passée, où ces grandes puissances-là étaient tous derrière M. Bachar al-Assad, ils n'ont pas lâché. Ils ont toujours continué à poursuivre les manœuvres dans le noir. Et finalement, nous sommes en train de voir que Bachar al-Assad a été renversé. Et la personne qui a pris le pouvoir, c'est quelqu'un que eux-mêmes, ils ont combattu il y a 10 ans de cela. On doit se poser la question, pourquoi est-ce que ce changement de veste, comment est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qu'on a combattu, quelqu'un qu'on a mis sa tête pour 10 millions de dollars? Sur ce, mes frères, Dr Franklin Nyamsi, il n'arrête pas d'éveiller nos consciences, de nous éveiller concernant la situation. Et c'est à nous de faire partager ces messages-là afin que plusieurs personnes puissent l'assimiler. Si notre génération ne parvient pas à avoir cette prise de conscience collective, c'est que la génération qui viendra va essayer de voir des œuvres comme celle de Dr Franklin Nyamsi et s'en inspirer, ou bien pourquoi ne pas la mettre en pratique. Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez, parce que je vais prendre le temps de tous les lire.